Midnight Creek Cave. Le 11 mai 1996, une équipe de 11 spéléologues expérimentés et d'experts gouvernementaux en sécurité entra dans Midnight Creek Cave, en Californie. La grotte était scellée depuis 1994, après la détection de niveaux dangereux de sulfure d'hydrogène dans l'eau. Cette mission n'avait rien de récréatif. C'était une expédition encadrée pour évaluer la sécurité environnementale et la toxicité de l'air. L'équipe se scinda en petits groupes pour couvrir davantage de terrain. Un groupe composé de Richard Bress, Colin O'Neill, Kurt Wexel et René Van Wyck remonta le cours de l'eau. Ils surveillaient les gaz avec des détecteurs et analysaient l'eau, en particulier le soufre. Les relevés d'air étaient stables, la structure semblait saine, rien n'annonçait de problème. Mais sur le chemin du retour, tout bascula. Richard menait le groupe le long d'un étroit chenal. Il posa le pied sur ce qui paraissait être de la roche solide, couverte de mousse par le flux constant. Sans prévenir, il glissa et disparut dans un puits vertical dissimulé sous la surface. Le conduit faisait à peine 90 cm de diamètre, juste de quoi laisser passer un corps. Richard tomba les pieds en premier, se retrouvant debout mais vrillé. Sa tête passa sous le courant, ses jambes restèrent coincées. L'eau glacée lui entrait dans le nez et la bouche lorsqu'il tentait d'inspirer. Coincé, la poitrine comprimée par la pierre, il luttait pour trouver une poche d'air. Quelques instants, il craignit que personne n'ait vu sa chute. La panique monta. Ses muscles tremblaient à chaque effort pour relever la tête. L'eau lui cinglait le visage, déclenchant une toux incontrôlable. Le risque de sulfure d'hydrogène ajoutait une pression silencieuse et mortelle. Colin O'Neill avait vu la chute et se précipita, mais, dans sa hâte, il glissa lui aussi et tomba dans le conduit. L'impact enfonça Richard encore plus profondément, le coinçant davantage. Colin parvint à se caler au-dessus de Richard et appela à l'aide. René et Kurt arrivèrent vite. Tous deux sortirent Lanwick. Colin, mais Richard restait prisonnier. Son visage réapparaissait par moments, livide et paniqué, avant de replonger. À chaque remontée, sa respiration se faisait plus laborieuse. Le temps filait. Le groupe pesa ses options. Une tentative pour pousser Richard vers le bas envoya son épaule contre un bec rocheux, lui arrachant un cri. Ses jambes se tordirent, aggravant sa position. Le conduit n'offrait aucune marge de manœuvre. Kurt et René étudièrent leurs cartes à la lueur vacillante. Ils repérèrent un éventuel itinéraire de contournement, un boyau inondé très étroit qui pouvait déboucher sous le puits. Risqué, serré, mais c'était la seule option. Tandis qu'ils contournèrent, Colin resta avec Richard pour le maintenir conscient. Mais les forces de Richard déclinaient. Ses lèvres viraient au bleu. Sa tête passait de plus en plus souvent sous l'eau et il lui fallait chaque fois plus de temps pour la relever. Son corps secoué de frissons, respirer devenait un supplice. René et Kurt atteignirent enfin le pied du conduit, ruisselant et frigorifié, au moment même où Van arrivait par le haut. Sans hésiter, ils se coordonnèrent. Van saisit les jambes de Richard. René et Kurt poussèrent depuis le bas. Les parois râpaient de sa peau pendant le mouvement. Centimètre après centimètre, ses côtes hurlaient et son épaule déboîtée envoyait des éclairs de douleur, mais il commença à remonter. Pour la première fois depuis près d'une heure, son visage passa franchement la ligne d'eau. Il peut respirer pleinement. Encouragés, ils accentuèrent l'effort. Son torse se libéra d'un coup. Colin l'agrippa et le hissa sur une vire. Richard s'affala, tremblant, ruisselant, haletant, mais vivant. Il venait d'échapper à l'un des pièges les plus dangereux de la grotte. Restait le second défi, sortir. Richard avait perdu ses lunettes pendant la chute et voyait mal. Comme il était le seul à bien connaître le plan des lieux, la navigation retomba sur lui. Les lampes au carbure n'offraient qu'un halo suffisant pour révéler pierres mouillées et ombres. Chaque virage paraissait étranger. Il insista pourtant. Le retour fut lent. Les étroitures, la roche glissante, l'épuisement rendaient chaque mètre plus dur que le précédent. Le groupe resta soudé, prêt à soutenir Richard quand il trébuchait. Sa mémoire des lieux se révéla assez précise pour les guider. Après ce qui sembla des heures, ils atteignirent la surface. L'air nocturne, froid, leur gifla le visage. Les étoiles scintillaient, le cauchemar était terminé. Le gouffre de Mystery Cave. Le 9 janvier 1993, sous un ciel gris, Don Biddle roulait seul sur des pistes boueuses du comté de Perry, en direction d'un petit doline près de Mystery Cave, dans le Missouri. La semaine précédente, il était tombé près de 13 cm de pluie, saturant le sol et fragilisant le calcaire. La météo n'était pas idéale, mais Biddle, spéléologue passionné, n'en démordait pas. Il se gara au bord de la forêt vers midi. La température dépassait à peine le point de congélation autour de 3 degrés Celsius.
En sous-vêtements thermiques, sous une combinaison étanche, il prit une lampe frontale, des outils, de l'eau et un thermos de café chaud. Le gouffre qu'il revenait inspecter n'était pas grand, environ 1,80 m de large, 3,70 m de long et 3,70 m de profondeur, mais il semblait mener à un nouveau réseau. Une semaine plus tôt, il avait en partie dégagé une petite ouverture à sa base. En arrivant, il constata que la pluie avait fait s'effondrer le chantier. La boue avait tout rebouché. Il se mit tout de même au travail. Pendant 3 heures, il creusa méthodiquement, entassant l'argile détrempée sur les bords, en pente. Le labeur était harassant. Par moments, il s'arrêtait pour siroter du café et réchauffer ses mains. Vers 15 heures, il se pencha pour inspecter un début d'ouverture, lorsqu'un pan de pente céda. Une vague de boue et de pierre s'abattit dans la doline et l'engloutit jusqu'à la taille en quelques secondes. Le poids était colossal. L'argile détrempée lui serrait les jambes comme un étau. Calme, Biddle tenta de se dégager. À plusieurs reprises, il creusa jusqu'aux genoux, mais l'aspiration le reprenait. Le soleil baissant, la situation empirait. La pluie recommença, remplissant lentement la doline. Biddle fit le calcul. L'eau montait d'environ 2,5 cm toutes les 15 minutes. À ce rythme, il lui restait peut-être 6 ou 7 heures avant qu'elle n'atteigne son visage. À 19 heures, elle lui arrivait au ventre. Sa tenue thermique détrempée pompait sa chaleur. L'hypothermie s'installait. Ses jambes étaient engourdies. Ses mains, à vif d'avoir gratté l'argile, tremblaient. Il passe une sangle autour de sa taille et l'amarra à un arbre voisin, au cas où il perdrait connaissance. À 30 km de là, l'inquiétude gagne à sa femme. Il avait promis d'être rentré à 19 heures. À 20 heures, sans réponse au téléphone, elle commença à appeler. À 21h15, elle contacta 2 spéléologues expérimentés, Steve Taylor et Jane Crocker, qui organisèrent aussitôt un sauvetage. Pendant ce temps, Biddle restait conscient, mais vacillait. Ses pensées allaient à sa famille. Il appelait parfois, mais sa voix se perdait sous la pluie. L'équipe atteignit la forêt vers 22h30. Sa femme les guida à travers 40 hectares de bois, trempés jusqu'aux os. À 22h45, elle s'immobilisa. Elle croyait avoir entendu une voix. Ils suivirent sur le son. À 23h, les faisceaux de lampes découpèrent la doline. Don Biddle avait de l'eau jusqu'au cou, respirant à peine. Les bras libres mais gonflés, les bouts des doigts en sang. Il reconnut les siens, mais dit que, selon lui, il était trop tard. Les sauveteurs lui donnèrent du café, appliquèrent des chaufferettes et commencèrent à installer un système de mouflage. Mais l'argile tenait bon, même avec l'avantage mécanique. Impossible de l'arracher. À minuit, les pompiers arrivèrent. On ne pouvait pas utiliser de pompe à cause des émanations. Alors ils formèrent une chaîne et vidèrent-ils l'eau au seau. À 2 heures, ils avaient abaissé le niveau jusqu'à la poitrine et purent creuser plus efficacement. À 3h30, ses jambes, enfin desserrées, 8 sauveteurs tirèrent ensemble. Une dernière traction. Don Biddle fut extrait, près de 13 heures après avoir été piégé. On l'enroula dans des couvertures, on le transporta en quad jusqu'à une ambulance. Il fut traité pour hypothermie, blessures mineures et gelures. Il se rétablit complètement. Le cauchemar de Snowhole Cave. Snowhole Cave était le genre d'endroit qui avale la lumière dès l'entrée. Les faisceaux des frontales semblaient se dissoudre dans l'humidité noire. Pour les spéléologues aguerris, c'était un défi. Pour les non préparés, un piège. Le 13 juillet 1994, 3 spéléologues expérimentés, Aaron Ginsberg, David Eck et Kevin Allred, descendirent à près de 183 mètres de profondeur. Ils étaient sous terre depuis des heures déjà. La boue et la sueur collaient à leur peau. Leurs muscles brûlaient d'avoir rampé, grimpé et forcé des étroitures l'une après l'autre. Sur le chemin du retour, ils atteignirent l'obstacle le plus fameux de la grotte, une fissure verticale surnommée The Stripper. À peine assez large pour une cage thoracique, elle serrait les grimpeurs à la montée. La gravité avait facilité la descente. La remontée serait une autre histoire. Aaron passa en premier. Kevin resta avec David. David devait suivre, Kevin l'attendrait en dessous. David se plaça sous la fissure, en connaissant la rudesse à l'aller. La montée serait pire. Il saisit la corde, inspira, attaqua l'ascension. Dès qu'il entra dans la fissure, la pression se referma. Les parois lui écrasaient les côtes. Il souffla et se hissa, centimètre par centimètre. Un sac de matériel pendait à son baudrier, sur une courte longe, oscillant sous lui. Chaque geste coûtait. Sa poitrine râpait la pierre froide et mouillée. Puis, il s'immobilisa.
Il eut beau pousser, vriller, rien n'y fit. La fissure le tenait. Il comprit que le sac accroché dessous s'était coincé, le tirant vers le bas, sans espace pour le dégager. Une ancre. Il cria à Kevin qu'il était bloqué. Kevin lui dit de lâcher le sac. Il ne faisait qu'empirer la situation. David hésita. Le sac contenait tout. Batterie, nourriture, matériel. Après près d'1 heure d'échec, il le laissa tomber. Le bruit de la chute remonta le puits. Rien ne changea. Son corps restait coincé. Il réessaya. Encore, encore. La pierre refusait de le céder. À mesure que le temps passait, il faiblissait. Sa respiration devenait superficielle. Ses membres tremblaient. Kevin finit par grimper sous lui. Il se contra dans l'étroiture et poussa sur les semelles de David. David força vers le haut, sans presque bouger, puis regretta le peu gagné. Toujours coincé. Kevin appela Aaron qui s'était rapproché de la sortie. Entendant l'urgence, Aaron revint à la fissure. Un regard vers le bas lui montra David prostré. Il réagit aussitôt. Il fixe une corde sur un ancrage et la descendit. Kevin parvint à boucler la corde autour du torse de David. Aaron tira. D'abord, rien. Puis, lentement, le corps se déplaça. La corde lui entaillait les flancs. Ses poumons purent enfin se gonfler. La roche lui râpait chaque centimètre, mais il montait. D'un dernier effort, la pierre céda. Kevin rattrapa David lorsqu'il s'affaissa en avant. Il tremblait, ses membres répondèrent à peine. Il avait été coincé plus de 2 heures. Quand il eut repris un peu de force, tous deux entamèrent la lente remontée. Chaque pas faisait mal, mais l'air se chargeait un peu moins d'humidité à mesure qu'ils grimpaient. Finalement, l'étroiture s'ouvrit sur l'espace. Ils titubèrent hors de la grotte, dans le jour. David s'effondra sur le dos. Personne ne s'attendait à le voir ressortir vivant, mais il l'avait fait. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.